Je suis tombée à genoux dans la terre retournée, là où autrefois mes roses de Damas embaumaient l'air de leur parfum centenaire. Mes mains tremblantes ont creusé la terre meuble, cette terre étrangère, cette terre qui n'était plus la mienne. Sous mes doigts, j'ai trouvé un fragment de racine, un bout de rien du tout, un vestige de 30 années de ma vie arrachée comme on arrache une mauvaise herbe. Ma belle-fille se tenait derrière moi, les bras croisés, et elle a dit d'une voix que je ne reconnaissais pas: « Je ne comprends pas pourquoi tu fais tout ce cinéma, belle maman. C'était juste des mauvaises herbes. » Juste des mauvaises herbes. Ces 3 mots résonnent encore dans ma tête, des mois plus tard, comme une sentence prononcée par quelqu'un qui n'a jamais compris ce que signifie cultiver la vie. Mais je dois vous raconter cette histoire depuis le début, car vous ne pouvez pas comprendre l'ampleur de ma douleur si vous ne connaissez pas d'abord l'ampleur de ce que j'ai perdu. Je m'appelle Madeleine Fournier, j'ai 65 ans, et pendant 42 ans, j'ai été l'épouse de Robert Fournier, menuisier de son état, homme de peu de mots, mais d'une tendresse infinie. Il est parti il y a 3 ans, emporté par un cancer foudroyant qui ne nous a laissé que 6 semaines pour nous dire adieu. 6 semaines, après 42 ans de vie commune. Notre fils unique, Philippe, avait alors 38 ans et il était marié depuis 5 ans à Nathalie, une femme que je m'étais efforcée d'aimer comme ma propre fille. Notre maison se trouve à Saint-Julien-des-Prés, un village de 800 âmes niché dans les collines du Limousin. C'est une maison de pierre, aux volets bleus, construite par l'arrière-grand-père de Robert en 1892. Derrière elle s'étend un demi-hectare de terrain que j'ai transformé année après année en ce que les membres de la Société botanique du Limousin appelaient un trésor vivant. Ce jardin, voyez-vous, n'était pas un simple potager, c'était une pharmacopée à ciel ouvert, un conservatoire de plantes médicinales et d'espèces anciennes que j'avais collectées, cultivées, préservées pendant 3 décennies. Chaque plant avait une histoire, chaque fleur portait un souvenir. Laissez-moi vous décrire ce jardin tel qu'il était avant que ma belle-fille ne décide qu'il était temps de le moderniser. En entrant par le petit portillon de fer forgé que Robert avait fabriqué pour nos 20 ans de mariage, vous auriez d'abord été accueillis par l'allée centrale, bordée de lavandes vraies, cette lavandula angustifolia que ma mère avait rapportée de Provence en 1962. Ces plants étaient les descendants directs de ceux qu'elle avait cueillis dans les collines de Valençol lors de son voyage de noces avec mon père. Chaque été, quand je récoltais les épis violets pour en faire des sachets parfumés, je pensais à elle, à son sourire, à ses mains, usées par le travail de couturière qu'elle m'avait transmis. Car oui, j'ai été couturière pendant 35 ans. J'ai habillé les mariés de 3 cantons, j'ai raccommodé les bleus de travail des fermiers, j'ai brodé des trousseaux entiers pour des bébés qui sont aujourd'hui grands-parents. Mes mains connaissent le travail minutieux, la patience qu'il faut pour créer quelque chose de beau et de durable. C'est peut-être pour cela que le jardinage m'est venu si naturellement. Dans les 2 cas, on travaille avec la vie, on accompagne sa croissance, on répare ce qui est abîmé. À droite de l'allée centrale se trouvait mon carré de plantes médicinales. La mélisse officinale, dont je faisais des tisanes pour calmer les angoisses de Robert quand il ne dormait pas, l'achillée millefeuille que j'appliquais en cataplasme sur les petites blessures, la consoude, cette plante miraculeuse qui aide les os à se ressouder, l'hysope, dont l'infusion soulageait ma bronchite chronique chaque hiver, le millepertuis que je faisais macérer dans l'huile d'olive pour en faire un baume contre les brûlures légères, la sauge officinale, le thym serpolet, la verveine citronnelle, le romarin qui avait plus de 20 ans et dont le tronc était devenu aussi gros que mon poignet. Mais le joyau de mon jardin, c'était mes roses.
Vous qui m'écoutez, avez-vous déjà possédé quelque chose d'irremplaçable, quelque chose qui ne peut pas s'acheter dans un magasin, quelque chose qui contient l'âme de ceux qui vous ont précédé? Si oui, vous comprendrez ce que je vais vous dire. Écrivez-moi dans les commentaires ce que c'est pour vous, cet objet ou cet être vivant qui représente votre héritage. Mes rosiers n'étaient pas des rosiers ordinaires. Le premier, un rosier de Damas, appartenait à ma grand-mère maternelle, Eugénie. Elle l'avait reçu de sa propre mère, qui l'avait elle-même hérité d'une aïeule. Selon la légende familiale, ce rosier était dans notre famille depuis le Second Empire. Ces fleurs d'un rose profond exhalaient un parfum si puissant, si envoûtant, que les voisins s'arrêtaient parfois devant notre portail juste pour le respirer. Chaque année, au mois de mai, quand il explosait de fleurs, je m'asseyais à côté de lui avec une tasse de thé et je parlais à ma grand-mère comme si elle était encore là. Le second rosier était une rose de Recht, une variété ancienne originaire de Perse, que Robert m'avait offerte pour nos 10 ans de mariage. Il l'avait commandée chez un pépiniériste spécialisé en Angleterre, à une époque où Internet n'existait pas, où il fallait écrire des lettres, attendre des semaines, espérer que la plante survive au voyage. Il me l'avait présentée un matin de juin, encore en pot, avec ses feuilles vert foncé et ses premiers boutons pourpres. Il avait dit « une rose persane pour ma reine » et j'avais ri de sa maladresse romantique, mais j'avais pleuré aussi, parce que cet homme taiseux avait trouvé le moyen de me dire ce qu'il ne savait pas exprimer avec des mots. Le troisième rosier était un cuisse de nymphe, un nom qui fait sourire, mais qui désigne une rose d'une délicatesse absolue, d'un blanc rosé qui évoque la peau d'un nouveau-né. Celui-là, c'est Philippe qui me l'avait offert quand il avait 8 ans. Il avait économisé son argent de poche pendant des mois pour l'acheter à la fête des plantes de Limoges. Je me souviens encore de son petit visage fier quand il me l'avait tendu, de ses mains terreuses, de ses yeux brillants. Il avait dit « c'est pour que tu penses à moi quand je serai grand et que je partirai ». Il était parti, effectivement, d'abord à Limoges pour ses études, puis à Bordeaux pour son travail, puis encore plus loin, dans une vie où je n'avais plus vraiment ma place. Mais chaque printemps, quand le cuisse de nymphe fleurissait, je pensais à ce petit garçon de 8 ans, et mon cœur se serrait d'un mélange de fierté et de mélancolie. Je pourrais vous parler pendant des heures de mes autres plantes. Du cognacier du Japon, planté l'année de la naissance de Philippe, du lilas blanc qui embaumait tout le mois de mai, des pivoines herbacées que j'avais divisées et multipliées au fil des décennies jusqu'à en avoir une trentaine de variétés différentes, des iris germanica aux couleurs de vitrail, des digitales pourpres qui se ressemaient toutes seules dans les coins ombragés, de l'hortensia bleue que j'entretenais avec du sulfate d'aluminium pour qu'il garde sa couleur profonde. Ce jardin était mon œuvre, mon chef-d'œuvre, ma vie. Et puis, au mois de février dernier, je suis tombée. C'était un matin de gel. J'étais sortie tôt pour vérifier mes châssis froids, ces petites serres de fortune sous lesquelles je faisais démarrer mes semis. Le verglas avait recouvert les marches de la terrasse et je ne l'avais pas vu. En une seconde, mes pieds se sont dérobés sous moi. J'ai senti mon corps partir en arrière, j'ai essayé de me rattraper et j'ai entendu le craquement avant même de sentir la douleur. Ma hanche. J'avais 65 ans et je venais de me fracturer la hanche en tombant dans mon propre jardin. Les heures qui ont suivi sont floues dans ma mémoire. Je me souviens du froid qui s'infiltrait dans mes os alors que je gisais sur les dalles gelées, incapable de bouger. Je me souviens d'avoir crié encore et encore jusqu'à ce que ma voisine Henriette, qui passait par hasard devant ma maison, m'entende et appelle les secours. Je me souviens de l'ambulance, des visages inquiets des ambulanciers, de la douleur atroce à chaque mouvement. À l'hôpital, on m'a opéré le jour même. Prothèse de hanche.
Le chirurgien, un homme jeune aux yeux fatigués, m'a expliqué que l'opération s'était bien passée, mais que la rééducation serait longue. Plusieurs semaines, peut-être 2 mois, avant de pouvoir remarcher normalement. Il fallait que je trouve quelqu'un pour s'occuper de moi. Philippe est arrivé le lendemain, le visage marqué par l'inquiétude. Mon fils unique, mon Philippe, qui n'était pas revenu à Saint-Julien depuis les obsèques de son père, 3 ans plus tôt. Il s'est assis à côté de mon lit, il a pris ma main et il a dit « Ne t'inquiète pas, maman, Nathalie et moi, on va s'occuper de toi ». Sur le moment, j'ai été soulagée, reconnaissante, émue même de voir mon fils se précipiter à mon chevet. Je n'avais pas compris que ces mots annonçaient le début de mon cauchemar. Nathalie est arrivée 2 jours plus tard, alors que je venais d'être transférée en centre de rééducation. Elle est entrée dans ma chambre avec son sourire impeccable, ses vêtements toujours parfaitement assortis, son parfum de synthèse qui me donnait mal à la tête. Elle s'est penchée pour m'embrasser sur les 2 jours et elle a dit « Ma pauvre belle maman, quelle mésaventure! Mais ne vous inquiétez pas, je vais m'installer à la maison pour veiller sur tout pendant votre absence. » Veiller sur tout? À cet instant précis, quelque chose s'est crispé en moi. Une intuition, un pressentiment, cette petite voix intérieure qui nous prévient d'un danger, mais que nous n'écoutons pas assez souvent. J'aurais dû lui dire non. J'aurais dû insister pour qu'on engage une aide à domicile. J'aurais dû appeler Henriette ou Marie-Claire ou n'importe laquelle de mes amies du club d'horticulture. Mais je n'ai rien dit, parce qu'elle était la femme de mon fils, parce que je ne voulais pas paraître un rate, parce que, quelque part au fond de moi, j'espérais encore que cette cohabitation forcée nous rapprocherait, qu'elle finirait par comprendre qui j'étais vraiment, qu'elle cesserait de me regarder comme une vieille femme encombrante dont il fallait gérer l'existence. Les premiers jours au centre de rééducation ont été épuisants. La douleur, les exercices, l'apprentissage de gestes qui m'avaient semblé si naturels toute ma vie, se lever, s'asseoir, faire quelque part. Je dormais mal, je mangeais peu, je pensais constamment à mon jardin. C'était le mois de février, et dans mon jardin, même en cette saison froide, il y avait tant à faire. Les tailles de fin d'hiver pour les rosiers, la préparation des semis sous châssis, le nettoyage des plates-bandes après les gelées, l'inspection des plantes persistantes pour vérifier qu'elles n'avaient pas souffert du froid, le butage des artichauts, la vérification des protections hivernales sur les plants les plus fragiles. J'ai appelé Nathalie dès la première semaine pour lui donner des instructions. Je lui ai expliqué, aussi clairement que possible, ce qu'il fallait faire et ne pas faire. Je lui ai dit, surtout, ne touche à rien dans le jardin. Les plantes savent se débrouiller seules pendant quelques semaines. Contente-toi d'arroser les semis sous les châssis si la terre devient trop sèche. Elle a répondu, oui, oui, belle maman, ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Vous qui m'écoutez, avez-vous déjà fait confiance à quelqu'un qui ne le méritait pas? Avez-vous déjà eu cette sensation terrible de comprendre, trop tard, que vos mots n'ont pas été entendus? Dites-moi dans les commentaires si vous avez vécu une situation similaire. La 2e semaine, j'ai rappelé. Nathalie m'a dit que tout allait bien, que le jardin était magnifique sous la neige qui venait de tomber, que je devais me concentrer sur ma guérison et lui faire confiance. Il y avait quelque chose dans sa voix, une légèreté excessive, un empressement à changer de sujet qui aurait dû m'alerter. J'ai demandé à lui parler du jardin plus en détail. Elle a dit qu'elle était pressée, qu'elle avait des courses à faire, qu'elle me rappellerait. Elle n'a pas rappelé. La 3e semaine, Philippe est venu me voir. Il avait l'air fatigué, préoccupé. Je lui ai demandé des nouvelles de la maison et il a hoché la tête en disant que tout allait bien, que Nathalie avait tout sous contrôle. Puis il a ajouté, sur un ton qui se voulait désinvolte, « D'ailleurs, Nathalie a quelques idées pour rendre le jardin plus facile à entretenir pour toi. Tu sais, avec ton âge et maintenant ta hanche, il faudrait peut-être simplifier les choses. » Mon cœur se serrait. J'ai demandé « Quelles idées ?»
Philippe a haussé les épaules. Il a dit « Oh, rien de méchant, juste moderniser un peu, mettre du gazon là où il y a trop de plates-bandes, ce genre de choses. » J'ai senti la panique monter en moi. J'ai dit « Philippe, ce jardin est ma vie, il ne faut rien y changer, tu m'entends, rien !» Intimite mais engageant. Varié pacing. Slow pour émotionnelle révélation, modéré pour narratif, slight urgence durant confrontation. Et poser les questions avec génuine curiosité, invitant réponse. Soyez sensible à l'envie, non juste de telle une histoire. Il m'a regardé avec cette expression que je connaissais si bien, ce mélange de patience et d'exaspération qu'il avait quand il était adolescent et que je lui répétais de ranger sa chambre. Il a dit « Maman, on veut juste t'aider, tu ne peux plus entretenir tout ça toute seule, sois raisonnable. » Être raisonnable, accepter que ma vie soit réarrangée par d'autres, laisser des inconnus décider ce qui était bon pour moi. C'était cela qu'on me demandait? J'ai insisté, j'ai supplié, j'ai exigé qu'on ne touche à rien. Philippe m'a promis qu'il parlerait à Nathalie, qu'il lui dirait de patienter jusqu'à mon retour. Et moi, comme une idiote, je l'ai cru. Les 2 semaines suivantes ont été les plus longues de ma vie. Je faisais mes exercices de rééducation avec acharnement, je supportais la douleur, je m'obligeais à marcher un peu plus chaque jour, tout cela pour rentrer chez moi le plus vite possible. Le kinésithérapeute, un jeune homme nommé Thomas, était impressionné par ma détermination. Il disait « Madame Fournier, vous êtes une force de la nature. À ce rythme-là, vous serez sur pied en un rien de temps. » Il ne savait pas que ma force venait de la peur, de la terreur sourde qui grandissait en moi jour après jour, nourrie par les appels trop courts de Nathalie, par les réponses évasives de Philippe, par le silence de mes amis du club d'horticulture que j'avais essayé de joindre sans succès. Puis est venu le jour de mon retour, le 28 mars. Un jour de printemps précoce, avec un ciel bleu et un soleil pâle qui promettait des températures douces. Philippe est venu me chercher au centre de rééducation. Dans la voiture, il était nerveux. Il parlait trop de sujets sans importance, du temps, du travail, des embouteillages. Il évitait mon regard. Quand nous avons tourné dans notre rue, j'ai vu la haie de buis qui bordait la propriété depuis toujours. Elle était toujours là, et j'ai ressenti un bref soulagement. Mais quand la voiture s'est arrêtée devant le portail, quand j'ai levé les yeux vers ce qui avait été mon jardin, mon monde s'est effondré. Je n'ai pas reconnu ce que je voyais. À la place de mes plates-bandes luxuriantes, à la place de mes massifs de vivaces, à la place de mes rosiers centenaires, il y avait une étendue de gazon. Du gazon en rouleau, de ce vert uniforme et artificiel qu'on voit dans les lotissements neufs. Des bandes de gazon posées à la hâte, avec des joints encore visibles, sur la terre où j'avais cultivé la vie pendant 30 ans. Tout avait disparu. Mes lavandes de Provence, mon carré de plantes médicinales, mes iris, mes pivoines, mes digitales, mon cognacier du Japon, mon lilas blanc, mes hortensias, mes roses. Je suis restée assise dans la voiture, incapable de bouger, incapable de parler. Philippe s'est précipité pour m'aider à descendre en disant « Maman, maman, calme-toi, je sais que ça fait un choc, mais écoute-moi !» Et je l'ai repoussé, j'ai saisi ma canne et j'ai marché, clopinant sur ma hanche encore douloureuse, vers ce qui restait de ma vie. Nathalie est sortie de la maison à ce moment-là. Elle portait un tablier propre et un sourire satisfait. Elle a écarté les bras comme pour me montrer son œuvre et elle a dit « Alors, belle maman, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas plus joli comme ça? C'est plus moderne, plus facile à entretenir? Vous n'aurez plus à vous casser le dos dans ces vieilles plates-bandes. » C'est à ce moment que je suis tombée à genoux. Pas à cause de ma hanche, à cause de mon cœur qui se brisait. Je vous ai raconté le début de cette scène tout à l'heure. Mes mains qui creusaient la terre à la recherche de ce qui n'existait plus. Ce fragment de racine que j'ai trouvé, un morceau de mon rosier de Damas, celui de ma grand-mère Eugénie. Ce bout de rien qui était tout ce qui restait de 5 générations d'amour et de soins.
Nathalie répétait: «C'était juste des mauvaises herbes, belle maman, ces vieux trucs moches, ça ne servait à rien.» Et sa voix ne parvenait comme à travers une vitre, lointaine, irréelle. Philippe essayait de s'interposer. Il disait: «Nathalie, je t'avais dit d'attendre. Maman, s'il te plaît, ne te mets pas dans cet état.» Et je me suis retournée vers lui avec une rage que je ne me connaissais pas. J'ai dit: «Tu savais!» Il a baissé les yeux. Ce geste m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Je me suis relevée, difficilement, en m'appuyant sur ma canne. J'ai regardé mon fils, cet homme de 42 ans que j'avais porté, nourri, élevé, aimé plus que ma propre vie. Et j'ai vu un étranger. J'ai demandé, d'une voix blanche: «Où sont mes roses?» Nathalie a répondu: «À la déchetterie, avec tout le reste, il fallait bien débarrasser pour préparer le terrain.» J'ai fermé les yeux. La déchetterie. Le rosier de ma grand-mère, le rosier de Robert, le rosier de mon petit garçon de 8 ans, tout cela jeté aux ordures comme des déchets. J'ai rouvert les yeux et j'ai fixé Nathalie. Je l'ai vraiment regardée, peut-être pour la première fois depuis que mon fils me l'avait présentée. J'ai vu une femme de 39 ans, aux cheveux blonds parfaitement coiffés, aux ongles manucurés, aux vêtements de marque. J'ai vu une femme qui n'avait jamais eu les mains dans la terre, qui n'avait jamais fait pousser quoi que ce soit, qui ne comprenait pas que certaines choses ont une valeur qui ne se mesure pas en euros. J'ai demandé: «Pourquoi?» Elle a haussé les épaules. Elle a dit: «Parce que c'était vieux et moche, parce que ça donnait un air négligé à la propriété, parce que vous ne pouvez plus vous en occuper de toute façon, alors à quoi bon?» Un air négligé. Mon jardin, que la Société botanique du Limousin avait visité l'année précédente, dont ils avaient pris des centaines de photos, qu'ils avaient documenté dans leur bulletin mensuel comme un exemple exceptionnel de conservation de variétés anciennes. Mon jardin, que des spécialistes venaient voir de toute la région. Mon jardin, où j'avais accueilli des classes d'école primaire pour leur apprendre le nom des plantes et les secrets de la nature. Négligé. Je me suis tournée vers Philippe. J'ai dit: «Sors d'ici, sors de chez moi, et emmène-la avec toi. Ma belle-fille, sors de chez moi, et emmène-la avec toi.» «Maman», a commencé Philippe, j'ai crié. Pour la première fois depuis des années, j'ai crié sur mon fils. J'ai crié avec toute la douleur de mes roses perdues, avec tout le chagrin de ma hanche brisée, avec toute la rage d'avoir été trahi par les personnes qui auraient dû me protéger. Ils sont partis. Nathalie en claquant la porte de la voiture. Philippe avec un regard de chien battu qui autrefois m'aurait attendri. Et moi, je suis restée seule dans les ruines de ma vie. Vous qui m'écoutez, d'où venez-vous? Écrivez le nom de votre ville ou de votre village dans les commentaires. Je suis curieuse de savoir si certaines d'entre vous vivent dans des endroits où le jardin est encore sacré, où les vieilles plantes sont respectées, où les belles filles ne décident pas de tout détruire au nom de la modernité. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée assise dans mon fauteuil, celui que Robert avait retapissé lui-même il y a 20 ans, et j'ai regardé par la fenêtre ce rectangle de gazon qui avait remplacé mon univers. La lune était pleine, et sous sa lumière blafarde, ce verre artificiel ressemblait à un linceul. J'ai pleuré. Des larmes silencieuses, interminables, qui coulaient sur mes joues ridées sans que je fasse rien pour les arrêter. J'ai pleuré ma grand-mère Eugénie, dont le rosier était le dernier lien vivant qui me rattachait à elle. J'ai pleuré Robert, dont le cadeau persan avait été jeté à la décharge comme un vulgaire arbuste. J'ai pleuré mon petit Philippe de 8 ans, celui qui économisait ses sous pour m'offrir une rose blanche, celui qui n'existait plus depuis longtemps. J'ai pleuré ma mère, dont les lavandes de Provence parfumaient encore mes placards il y a quelques semaines à peine. Vers 4 heures du matin, quelqu'un a frappé à ma porte. J'ai sursauté, le cœur battant.
Qui pouvait venir à cette heure? Je me suis levée péniblement, j'ai pris ma canne et je suis allée ouvrir. C'était Henriette, ma voisine d'en face, 82 ans, veuve depuis 10 ans, une femme de caractère qui avait élevé 6 enfants et enterré 2 maris. Elle se tenait sur mon perron, en robe de chambre et pantoufles, ses cheveux blancs en désordre, une lampe torche à la main. Elle a dit « J'ai vu que ta lumière était allumée, je n'arrivais pas à dormir non plus, je peux entrer ?» Je l'ai laissée passer. Elle s'est arrêtée dans l'entrée, elle a regardé par la fenêtre du salon et elle a secoué la tête lentement. Elle a dit « J'ai vu ce qu'elle a fait, cette sorcière. J'ai tout vu depuis ma fenêtre. Les camions, les ouvriers, les pelleteuses. J'ai voulu intervenir, mais elle m'a dit que tu étais au courant, que c'était prévu, que tu ne voulais pas nous embêter avec ça. » Une pelleteuse? Elle avait utilisé une pelleteuse pour arracher mes rosiers centenaires. Henriette a continué. Elle a dit « Madeleine, il faut que tu saches quelque chose. Quand j'ai compris ce qu'elle faisait vraiment, j'ai appelé les autres, Marie-Claire, Jacqueline, Fernand du club d'horticulture, et on a fait quelque chose. Je ne sais pas si ça va servir, mais on a fait quelque chose. » J'ai levé les yeux vers elle, sans comprendre. Elle m'a pris la main. Ses doigts étaient froids et rugueux, des doigts de jardinière comme les miens. Elle a dit « Viens avec moi ». Nous avons traversé la rue dans la nuit. La maison d'Henriette est une vieille ferme rénovée, plus grande que la mienne, avec un jardin qu'elle entretient elle aussi depuis des décennies. Elle m'a conduite vers le fond de sa propriété, là où elle a une petite serre qu'elle utilise pour ses boutures et ses semis. Elle a allumé la lumière, et j'ai vu. Sur les étagères de la serre, dans des pots de toute taille, il y avait des plantes, des boutures, des morceaux de mes plantes. Henriette a expliqué. Elle a dit « Quand la pelleteuse est arrivée, Marie-Claire et moi, on est passés par derrière. On a récupéré ce qu'on pouvait, vite fait, avant qu'il commence. On n'a pas pu tout prendre, loin de là, mais on a sauvé quelques trucs. » J'ai avancé vers les étagères, tremblante. J'ai reconnu une bouture de mon romarin de 20 ans, un éclat de ma mélisse, quelques tiges de ma lavande de Provence. Et là, dans un coin, dans un pot plus grand que les autres, une tige ligneuse avec quelques feuilles naissantes. Henriette a dit « C'est ton rosier de Damas. J'ai arraché une branche juste avant qu'il ne l'emporte. Je ne sais pas si ça va reprendre. C'était un massacre, mais j'ai essayé. » Je me suis effondrée contre elle. J'ai pleuré, encore, mais cette fois c'étaient des larmes différentes, des larmes de gratitude, de soulagement, d'espoir peut-être. Henriette m'a serrée contre elle comme l'aurait fait une mère. Elle a dit « On va se battre, Madeleine. Cette femme ne va pas s'en tirer comme ça. Tu m'entends? On va se battre. » Les semaines qui ont suivi ont été les plus difficiles de ma vie. D'abord, il y a eu le silence de Philippe. Pas un appel, pas un message, rien. Mon fils, mon unique enfant, avait disparu de ma vie comme si je n'existais plus. Chaque fois que je regardais le téléphone, j'espérais et je redoutais à la fois qu'il sonne. Ensuite, il y a eu la réalité du quotidien. Ma hanche me faisait encore souffrir. Je ne pouvais pas marcher longtemps, je ne pouvais pas jardiner, je ne pouvais même pas rester debout assez longtemps pour faire la cuisine correctement. J'avais besoin d'aide, mais l'aide que j'avais acceptée m'avait trahi. C'est Marie-Claire qui a pris les choses en main. Marie-Claire Dumont, 68 ans, présidente du club d'horticulture de Saint-Julien et ancienne infirmière. Une femme organisée, méthodique, qui ne laissait rien au hasard. Elle est venue me voir 2 jours après mon retour. Elle s'est assise dans ma cuisine, elle a sorti un carnet et un stylo et elle a dit « Bon Madeleine, on va faire un inventaire de ce qui a été détruit. Tu as des photos de ton jardin ?» J'avais des photos, des centaines de photos. Depuis que j'avais appris à me servir d'un appareil numérique, 5 ans plus tôt, j'avais documenté chaque saison, chaque floraison, chaque nouvelle pousse. J'avais aussi les relevés que j'avais préparés pour la Société botanique, avec les noms latins de chaque plante, leur provenance, leur histoire. Marie-Claire a hoché la tête avec satisfaction. Elle a dit « Parfait, c'est exactement ce qu'il nous faut. Maintenant, il faut qu'on contacte Maître Périgord. » Maître Périgord était le notaire de Saint-Julien, un homme d'une 60aine d'années que tout le monde connaissait.
Ce que je ne savais pas, c'est qu'avant d'être notaire, il avait été avocat spécialisé en droit rural et qu'il s'y connaissait en affaires de destruction de biens. Il est venu me voir le lendemain. Il a écouté mon histoire sans m'interrompre, il a regardé mes photos, il a lu mes documents pour la Société botanique. Puis, il a posé ses lunettes sur la table et il a dit « Madame Fournier, ce que votre belle-fille a fait s'appelle une destruction de biens d'autrui. C'est un délit, passible de poursuites civiles et pénales. » J'ai senti quelque chose se réveiller en moi. Un début de force, peut-être. Ou de colère, cette colère saine qui permet de se battre au lieu de s'effondrer. J'ai demandé « Qu'est-ce que je peux faire ?» Maître Périgord a souri. Il a dit « D'abord, on va établir la valeur de ce qui a été détruit, ensuite on va porter plainte et enfin on va demander des dommages et intérêts. » La valeur de ce qui a été détruit. Comment mesure-t-on la valeur d'un rosier centenaire, d'une lavande héritée de sa mère, de 30 ans de soins et d'amour, en euros, en souvenirs, en larmes versées? Mais Maître Périgord savait ce qu'il faisait. Il a contacté la Société botanique du Limousin. Il leur a demandé de témoigner de la valeur scientifique et patrimoniale de mon jardin. Il a fait venir un expert horticole de Limoges, un homme nommé professeur Girard, qui avait passé sa carrière à recenser et protéger les variétés végétales anciennes. Le professeur Girard est venu chez moi par un après-midi de pluie d'avril. Il a arpenté ce qui restait de mon jardin, ce rectangle de gazon sous lequel dormaient les racines mortes de mes plantes. Il a secoué la tête encore et encore, en marmonnant des choses que je ne comprenais pas. Puis il s'est tourné vers moi et il a dit « Madame Fournier, j'ai lu vos documents, j'ai vu vos photos et je dois vous dire que ce qui a été détruit ici est inestimable. Vous aviez dans votre jardin au moins 6 variétés de plantes qui sont considérées comme quasi disparues en France. Votre rosier de Damas, s'il était vraiment dans votre famille depuis le 19e siècle, pourrait avoir été un descendant direct des premiers rosiers importés de Turquie au XVIe siècle. Inestimable! Il a ajouté « Je rédigerai un rapport détaillé pour le tribunal avec une estimation financière, mais je tiens à vous dire que le chiffre que je donnerai ne représentera qu'une fraction de ce que vous avez vraiment perdu. » 3 mois plus tard. L'audience au tribunal de grande instance de Limoges a eu lieu un matin de juillet. Il faisait chaud, le genre de chaleur lourde qui annonce l'orage. J'ai mis ma plus belle robe, celle que j'avais cousue moi-même pour les 60 ans de Robert, et j'ai pris la route avec Marie-Claire qui conduisait. Dans la salle d'audience, j'ai vu Philippe pour la première fois depuis le jour de mon retour. Il était assis à côté de Nathalie, le visage fermé. Il a croisé mon regard et il a détourné les yeux. Nathalie, elle, m'a fixée avec un sourire que je n'oublierai jamais. Un sourire de défi. Un sourire qui disait « Tu crois vraiment que tu vas gagner contre moi ?» L'audience a duré 3 heures. Maître Périgord a présenté mon dossier avec une précision chirurgicale. Il a montré mes photos, il a lu mes documents, il a fait témoigner le professeur Girard par visioconférence. Celui-ci a expliqué au juge, avec des termes techniques, mais aussi avec passion, ce que représentait mon jardin d'un point de vue botanique et patrimonial. L'avocat de Nathalie, un jeune homme nerveux qui transpirait dans son costume, a essayé de minimiser les faits. Il a dit que ma belle-fille avait agi dans mon intérêt, qu'elle voulait simplifier l'entretien de la propriété, qu'elle ne pouvait pas savoir que ces vieilles plantes avaient une quelconque valeur. Mais le juge, une femme d'une 50aine d'années au regard perçant, ne s'est pas laissé convaincre. Elle a demandé à Nathalie « Vous êtes-vous renseignée avant de détruire ce jardin ? Avez-vous consulté un professionnel ? Avez-vous au moins demandé l'avis de votre belle-mère ?» Nathalie a répondu « Je pensais lui faire une surprise. Je pensais qu'elle serait contente d'avoir moins de travail. » Le juge a hoché la tête lentement. Elle a dit « Une surprise à plus de 50 000 € de dommages, selon l'estimation de l'expert. » J'ai vu le visage de Nathalie se décomposer. 50 000 €! C'était le chiffre que le professeur Girard avait donné, en prenant en compte la rareté des variétés, le temps de culture, la valeur patrimoniale.
Et encore, avait-il précisé, c'était une estimation basse. Le verdict est tombé 2 semaines plus tard. Nathalie a été condamnée à me verser 45 000 € de dommages et intérêts, plus les frais de justice. Elle a aussi reçu une amende de 5 000 € pour destruction de biens d'autrui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, qui m'écoutez? Est-ce que l'argent peut remplacer ce qui a été perdu? Est-ce que la justice peut réparer un cœur brisé? Dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez ressenti à ma place. Je vais être honnête avec vous. Le jour où j'ai reçu ce chèque, je n'ai ressenti aucune joie, juste une immense fatigue et une tristesse qui ne voulait pas partir. L'argent est arrivé sur mon compte en septembre. 45 000 €, une fortune pour quelqu'un comme moi qui vit avec une petite retraite de couturière et la pension de réversion de Robert. Mais qu'est-ce que j'allais faire de cet argent? Je ne pouvais pas racheter mes rosiers centenaires, je ne pouvais pas ressusciter mes lavandes de Provence, je ne pouvais pas remonter le temps. J'ai passé l'automne dans une sorte de brouillard. Ma hanche allait mieux, je marchais presque normalement, mais mon cœur, lui, ne guérissait pas. Je regardais par la fenêtre ce gazon qui jaunissait avec les premières gelées et je pleurais. Philippe ne m'avait toujours pas appelé. J'avais appris par Henriette qu'il avait dû emprunter de l'argent pour payer une partie de la condamnation de Nathalie, que leur mariage battait de l'aile, qu'elle lui reprochait de ne pas l'avoir suffisamment défendu au procès. Une partie de moi, la partie la moins noble, a ressenti une satisfaction amère en apprenant cela. L'autre partie, celle qui serait toujours la mère de Philippe, s'est sentie coupable d'avoir contribué à ses malheurs. C'est Marie-Claire qui m'a tirée de ma torpeur. Elle est venue me voir un soir de novembre avec une bouteille de vin chaud et un plan. Elle s'est assise en face de moi, elle m'a versé un verre et elle a dit « Bon, Madeleine, ça suffit maintenant. Tu ne vas pas passer le reste de ta vie à pleurer sur ce gazon. Tu as de l'argent, tu as des amis, tu as encore des années devant toi. Et surtout, tu as ça. » Elle a sorti de son sac un petit pot de terre. Dedans, il y avait une tige avec quelques feuilles vertes. Mon rosier de Damas. La bouture qu'Henriette avait sauvée avait pris racine. J'ai pris le pot entre mes mains tremblantes. J'ai regardé cette petite plante fragile, ce miracle de vie qui avait survécu au massacre. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai souri. Marie-Claire a continué. Elle a dit « J'ai parlé avec les autres, Henriette, Jacqueline, Fernand. On a tous des boutures chez nous, des trucs qu'on avait récupérés de ton jardin au fil des années, des échanges qu'on avait faits, tu te souviens? Et on a fait une liste de ce qu'on peut te redonner. Ce n'est pas tout, loin de là, mais c'est un début. » Elle m'a tendu une feuille de papier, une liste de plantes avec des noms et des provenances, une bouture de mon romarin chez Fernand, des éclats de mes iris chez Jacqueline, des semis de mes digitales chez Marie-Claire elle-même, et même, miracle des miracles, une bouture de mon hortensia bleu chez Henriette, qu'elle avait prélevé 3 ans plus tôt quand le mien était devenu trop grand. Je n'étais pas seule. Pendant toutes ces années où j'avais cultivé mon jardin, j'avais aussi cultivé des amitiés. J'avais partagé mes plantes, mes conseils, mes joies de jardinière. Et maintenant, ces amitiés me rendaient ce que j'avais donné. L'hiver a passé. J'ai préparé des plans. J'ai dessiné le nouveau jardin que j'allais créer, différent de l'ancien, mais porteur de la même âme. J'ai commandé de la bonne terre pour remplacer ce gazon synthétique que j'avais fait arracher dès le mois de décembre. J'ai contacté des pépiniéristes spécialisés pour trouver des variétés anciennes que je pourrais ajouter à ma collection reconstituée. En février, exactement 1 an après ma chute, j'ai planté ma première fleur dans le jardin renaissant. C'était un perce-neige, acheté chez une vieille dame d'un village voisin qui les cultivait depuis 50 ans. Un symbole de renaissance, de renouveau, de l'espoir qui perce même à travers la neige. Le printemps est arrivé, et avec lui, quelque chose que je n'attendais pas. C'était un dimanche matin d'avril. Je travaillais dans le jardin,
à genoux dans la terre humide, en train de planter des éclats d'iris que Jacqueline m'avait apportés la veille. J'ai entendu le portail grincer et j'ai levé la tête. Philippe se tenait là. Il avait maigri, ses yeux étaient cernés. Il portait un vieux pull que je lui avais tricoté il y a 20 ans, que je croyais perdu depuis longtemps. Il a dit « Maman, je ne me suis pas levée. Je suis restée à genoux dans la terre, mes mains sales posées sur mes cuisses, et je les regardais. Il s'est approché lentement. Il s'est arrêté à quelques mètres de moi. Il a regardé autour de lui, le jardin en reconstruction, les petits plants fragiles, les tuteurs et les étiquettes, tout ce travail que j'avais accompli seul. Il a dit « Je suis désolée ». 3 mots. 3 mots qui auraient pu tout changer s'ils étaient venus plus tôt. Je lui ai demandé « Désolée de quoi ?» Il a baissé la tête. Il a dit « De tout ». D'avoir laissé faire, de ne pas t'avoir défendu, de ne pas t'avoir appelé pendant des mois, de t'avoir abandonné. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai pris le temps de réfléchir, de peser mes mots, de choisir ce que je voulais vraiment dire. Toute ma vie, j'avais été une femme accommodante, qui évitait les conflits, qui pardonnait trop facilement. Ce n'était plus possible. J'ai dit « Tu as choisi Nathalie ». Il a hoché la tête. Il a dit « Oui », et c'était une erreur, la plus grande erreur de ma vie. On est en train de divorcer. Le divorce. J'aurais dû ressentir quelque chose, de la satisfaction peut-être, ou de la compassion, mais je n'ai rien ressenti. Juste une immense lassitude. J'ai dit « Philippe, je t'aime, tu es mon fils, tu seras toujours mon fils. » Mais je ne sais pas si je te pardonner. Pas encore, peut-être jamais. Ce que vous avez détruit, ce n'était pas juste un jardin. C'était ma vie, c'était ma connexion avec tous ceux qui sont partis avant moi. Ta grand-mère, ton arrière-grand-mère, ton père. Et tu as laissé une étrangère le piétiner. Il a pleuré. Mon fils de 43 ans, cet homme fait qui n'avait pas versé une larme à l'enterrement de son père, a pleuré devant moi comme un enfant. J'aurais voulu le prendre dans mes bras. J'aurais voulu lui dire que tout était oublié. Mais ce n'était pas vrai. Certaines blessures ne guérissent pas avec une embrassade. J'ai dit « Si tu veux faire partie de ma vie à nouveau, il va falloir le mériter. Pas avec des mots, avec des actes. » Il a relevé la tête. Il a demandé « Qu'est-ce que je peux faire ?» J'ai montré la terre autour de moi, les plans à installer, le travail qui m'attendait. J'ai dit « Tu peux commencer par te mettre à genoux et m'aider à planter ces iris. » Vous qui m'écoutez, qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous pardonné tout de suite? Auriez-vous refusé de parler à votre fils? Auriez-vous fait comme moi, choisi le chemin du milieu, celui où l'amour et la rancune coexistent? Dites-moi dans les commentaires. Philippe s'est mis à genoux à côté de moi. Il a plongé ses mains dans la terre, ses mains de comptable qui n'avait jamais jardiné, et il a commencé à creuser. Nous avons travaillé en silence pendant 1 heure. Lui creusait les trous, moi je plaçais les plants et je les recouvrais de terre. Nous n'avons pas échangé un mot, mais quelque chose se passait. Une forme de communion peut-être, ou juste le début d'une longue réparation. Avant de partir, il m'a demandé s'il pouvait revenir la semaine suivante. J'ai dit oui. Il est revenu, et la semaine d'après, et celle d'encore après. Tout au long du printemps et de l'été, mon fils est venu m'aider dans le jardin chaque dimanche. Il a appris à reconnaître les plantes, à préparer le sol, à tutorer les rosiers. Il a écouté mes histoires, celles que je ne lui avais jamais racontées, parce qu'il était trop pressé, trop occupé, trop loin. Il a appris qui était sa grand-mère Eugénie, sa bisaïeule Louise, toutes ces femmes dont le sang coule dans ses veines et dont les fleurs autrefois embaumaient ce jardin. 1 an plus tard, nous sommes au mois d'avril, 1 an après la venue de Philippe. Je suis assise sur le banc que Robert avait fabriqué pour nos 25 ans de mariage, celui que Nathalie n'avait pas osé jeter parce qu'il était en pierre. Devant moi, le jardin renaît.
Il n'est pas identique à ce qu'il était. Certaines plantes sont perdues à jamais, je ne les retrouverai pas. Mais d'autres t'ont survécu, ont été partagées, sont revenues. Mon rosier de Damas a fleuri pour la première fois en mai dernier. Une seule fleur, petite, fragile, mais d'un parfum si puissant que j'ai pleuré en la respirant. Le professeur Girard est venu me voir au mois de juin. Il voulait documenter la reconstruction de mon jardin pour la Société botanique. Il a dit que mon histoire était un exemple de résilience végétale et humaine, qu'elle méritait d'être racontée. C'est pour ça que je vous parle aujourd'hui. Je ne vous dirai pas que tout va bien. Ma hanche me fait encore mal les jours de pluie. Ma relation avec Philippe est encore fragile, un travail en cours plutôt qu'une réconciliation achevée. Je n'ai plus de nouvelles de Nathalie, et j'en veux pas. Mais je vais vous dire quelque chose que j'ai appris cette année, quelque chose que mon jardin m'a enseigné une fois de plus. Les plantes, quand on les arrache, ne meurent pas toujours. Parfois, si on a de la chance, un bout de racine reste dans la terre, ou une graine s'est dispersée au vent, ou un voisin bien intentionné a prélevé une bouture. Et de ce petit rien, de ce fragment miraculé, la vie peut renaître. C'est pareil pour nous les humains. On peut nous arracher à notre vie, détruire ce que nous avons construit, piétiner nos souvenirs. Mais si quelque part, dans un coin de notre cœur, une petite racine a survécu, alors tout est possible. Il y a quelques jours, ma petite fille Léa est venue me voir. C'est la fille de Philippe, elle a 12 ans, et je ne l'avais presque pas vue depuis le divorce de ses parents. Elle s'est agenouillée à côté de moi dans le jardin, elle m'a regardée travailler et elle m'a demandé « Mamie, tu peux m'apprendre ?» Je lui ai mis un sécateur dans les mains. Je lui ai montré comment tailler un rosier ou couper, comment reconnaître un œil dormant. Je lui ai raconté l'histoire de notre rosier de Damas, celui de son arrière-arrière-grand-mère Eugénie. Elle a écouté avec des yeux grands ouverts. Et quand j'ai eu fini, elle a dit « Quand tu n'auras plus besoin de ce rosier, mamie, je peux l'avoir pour mon jardin ?» Je lui ai souri. J'ai dit « Ma chérie, un jardin n'est pas quelque chose qu'on garde pour soi, c'est quelque chose qu'on partage. Et un jour, ce rosier sera à toi, tu le donneras à tes enfants, et ils le donneront aux leurs, et Eugénie continuera de vivre à travers les fleurs. » Elle a hoché la tête gravement, comme si elle comprenait le poids de cette promesse. Peut-être que la destruction de mon jardin était nécessaire finalement. Peut-être qu'il fallait que tout soit anéanti pour que je comprenne vraiment ce que j'avais. Pour que mes voisins se révèlent comme les amis fidèles qu'ils étaient. Pour que mon fils revienne sur le chemin que j'avais tracé. Pour qu'une petite fille de 12 ans apprenne ce que signifie hériter d'une racine. Je ne dis pas que je pardonne à Nathalie. Le pardon, c'est un mot trop grand pour ce que je ressens. Mais je ne la hais plus. Elle est sortie de ma vie et avec elle, la colère qui me consumait. Ce qui reste, c'est ce jardin qui repousse, ces iris qui fleurissent, cette lavande qui commence à embaumer, ce rosier de Damas qui, contre toute attente, a survécu. Ce qui reste, c'est moi, Madeleine Fournier, 66 ans, veuve, ancienne couturière, jardinière obstinée. Une femme qui est tombée et qui s'est relevée. Une femme qui a vu son monde détruit et qui l'a reconstruit, différemment, mais pas moins beau. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez écouté mon histoire jusqu'au bout, je vous remercie. Je ne sais pas pourquoi vous êtes là. Peut-être que vous avez vécu quelque chose de similaire. Peut-être que vous êtes une jardinière comme moi. Peut-être que vous êtes simplement curieuse. Quelle que soit la raison, votre présence compte. Dites-moi dans les commentaires si vous avez un jardin. Dites-moi quelles plantes vous cultivez, quels souvenirs elles portent. Dites-moi si vous avez des variétés anciennes, héritées de vos parents ou grands-parents. Chaque plante a une histoire, et j'aimerais entendre les vôtres. Et si vous êtes en conflit avec quelqu'un de votre famille, si une belle-fille ou une belle-mère ou un enfant vous a blessé d'une manière que vous pensiez impardonnable, je ne vous dirai pas de pardonner. Ce n'est pas à moi de vous dire quoi faire, mais je vous dirai ceci. La rancune est comme une mauvaise herbe.
Elle pousse vite, elle envahit tout, elle étouffe ce qui est beau. Si vous la laissez faire, elle finira par recouvrir votre jardin intérieur et il ne restera plus rien. Arrachez la mauvaise herbe, pas d'un coup si c'est trop difficile, petit à petit, racine après racine. Et un jour, peut-être, vous verrez qu'il y a de la place pour autre chose. 2 ans plus tard, c'est le printemps, mon 3e printemps depuis la destruction. Je suis dans mon jardin, entourée de fleurs. Mon rosier de Damas est devenu un arbuste vigoureux, avec des dizaines de boutons prêts à s'ouvrir. À côté de lui, j'ai planté le rosier que Philippe m'a offert l'automne dernier. Ce n'est pas une rose de Recht, car celle-là est perdue à jamais. C'est une rose souvenir de la Malmaison, une variété ancienne d'une beauté à couper le souffle, qu'il a trouvée chez un pépiniériste du Sud-Ouest après des mois de recherche. Il a dit, quand il me l'a donnée, « Ce n'est pas la même, je sais, mais c'est ma façon de te dire que je suis là, que je n'oublie pas ce que j'ai laissé détruire. » Ce n'est pas la même, mais c'est un nouveau souvenir, une nouvelle histoire à raconter. La lavande de Provence, celle de ma mère, n'a pas pu être récupérée. Mais Henriette avait gardé des graines, récoltées il y a 5 ans sur mes plants. Elle les a semées, elle les a fait pousser, et au mois de mars, elle m'a apporté 10 petits plants de lavande qui portent l'ADN de ceux de ma mère. Ils ne sont pas encore assez grands pour fleurir, mais l'année prochaine, peut-être, l'air de Saint-Julien sentira à nouveau le parfum de la Provence. Le club d'horticulture a créé un prix en mon nom, le prix Madeleine Fournier pour la conservation des variétés anciennes. Chaque année, il récompense un jardinier amateur qui a contribué à la préservation du patrimoine végétal local. Je suis allée remettre le premier prix le mois dernier à une jeune femme de 30 ans qui cultive des pommes anciennes du Limousin. Elle m'a serrée dans ses bras, les larmes aux yeux, en me disant que mon histoire l'avait inspirée. Ce soir, Philippe et Léa viennent dîner. C'est devenu une tradition, le dimanche soir. Nous mangeons ensemble dans la cuisine, celle où Robert et moi avons pris nos repas pendant 42 ans. Nous parlons de jardinage, d'école, de la vie. Léa a maintenant 14 ans et elle commence à s'intéresser sérieusement aux plantes. Elle a son propre carré dans mon jardin, un petit morceau de terre qu'elle cultive avec une détermination qui me rappelle moi-même à son âge. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Ma hanche vieillit avec moi, mon dos me fait souffrir certains jours, et je ne peux plus travailler aussi longtemps qu'avant. Mais j'ai appris à accepter mes limites, à demander de l'aide quand j'en ai besoin, à faire confiance aux autres. Et puis, il y a ce jardin qui, malgré tout, continue de vivre. Vous savez ce qui me réconforte le plus quand je m'assieds sur mon banc de pierre pour regarder mes fleurs ? C'est de savoir que ce jardin me survivra, que les plants que j'ai installés cette année fleuriront encore dans 10 ans, 20 ans, 50 ans peut-être, que Léa prendra soin du rosier de Damas, qu'elle le transmettra à ses enfants, que l'histoire d'Eugénie continuera d'être racontée. La destruction n'est pas la fin. C'est parfois le début d'autre chose. Ce que ma belle-fille a voulu éradiquer, elle l'a en réalité dispersé. En arrachant mes plantes, elle a provoqué un élan de solidarité qui a touché tout le village. Mes voisins, mes amis du club, des inconnus même, se sont mobilisés pour m'aider. Ils m'ont donné des boutures, des graines, des conseils, du temps, de l'amour. Ils ont prouvé que certaines choses sont plus fortes que la destruction. Et maintenant, un peu de mes plantes poussent chez Henriette, chez Marie-Claire, chez Jacqueline, chez Fernand. Un peu de mon jardin est dispersé dans tout Saint-Julien, comme des graines portées par le vent. Si jamais quelqu'un s'en prenait à nouveau à ma propriété, le patrimoine survivrait, porté par une communauté entière. C'est peut-être la leçon la plus précieuse que j'ai apprise. On ne possède pas vraiment un jardin. On en prend soin pendant un temps, puis on le transmet.
Les plantes que j'ai cultivées ne sont pas à moi. Elles appartiennent au fil du temps, à la chaîne des générations qui les ont fait pousser avant moi et qui continueront après moi. Je me lève de mon banc. Il est temps de retourner travailler. Les roses de mai ne se tailleront pas toutes seules et j'ai promis à Léa de lui apprendre à faire des boutures cet après-midi. Merci de m'avoir écouté. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Une amie jardinière, une mère en conflit avec sa belle-fille, une femme qui a perdu quelque chose d'irremplaçable et qui cherche un peu d'espoir. Et n'oubliez pas, tant qu'il reste une racine, tout peut renaître. Je m'appelle Madeleine Fournier et ceci était mon histoire. Mais ce n'est pas vraiment la fin. Parce qu'au moment où je vous parle, quelque part dans mon jardin, une graine est en train de germer. Une graine dont j'ignore l'existence, portée par le vent ou par un oiseau. Elle poussera dans un coin inattendu, elle deviendra une fleur, elle me surprendra un matin de printemps. C'est ça le miracle du jardinage, c'est ça le miracle de la vie. On ne sait jamais ce qui va pousser demain. Alors je continue de planter, je continue d'arroser, je continue d'espérer. Et vous, qu'est-ce que vous plantez dans votre vie ? Dites-le moi dans les commentaires. À bientôt. Épilogue. 5 ans plus tard. Léa se marie cet été. Elle a choisi de faire la cérémonie dans mon jardin. Les invités sont assis sur des chaises blanches face au vieux poirier que Robert avait planté l'année de notre mariage. L'arbre croule sous les fruits verts, promesse de confitures à venir. Autour de nous, le jardin est à son apogée. Mes rosiers sont en pleine floraison. Le damas de génie, plus vigoureux que jamais, embaume l'air de ce parfum qui remonte au siècle passé. À côté de lui, le souvenir de la malmaison de Philippe a grandi jusqu'à devenir un buisson généreux, couvert de roses blanches teintées de rose. Et dans un coin ensoleillé, j'ai planté l'année dernière un nouveau rosier, un cus de nymphe que j'ai offert à Léa pour ses 18 ans, en souvenir de celui que son père m'avait donné quand il avait 8 ans. Philippe est là, bien sûr. Il marche vers l'autel au bras de sa fille, le visage rayonnant de fierté et d'émotion. Nous ne parlons plus de ce qui s'est passé il y a 5 ans. La blessure est cicatrisée, même si la marque restera toujours. Il vient me voir chaque semaine, il m'aide au jardin, il apprend peu à peu le langage des plantes que je parle depuis si longtemps. Quand Léa prononce ses vœux, elle tient dans sa main un petit bouquet fait des fleurs de mon jardin, des roses anciennes, de la lavande, quelques brins de romarin pour le souvenir. Elle a elle-même choisi chaque tige, ce matin, avec la même attention que je mettais autrefois à préparer mes arrangements. Elle a dit, avant la cérémonie, « Mamie, sans toi, sans ce jardin, je ne serais pas la même personne. Tu m'as appris ce que signifie prendre soin de quelque chose, faire preuve de patience, voir le temps long. Je veux que mon mariage commence ici, au milieu de tout ce que tu as construit et reconstruit. » J'ai pleuré, évidemment, des larmes de joie cette fois et de fierté. Ma petite fille, cette gamine qui m'avait demandé de lui apprendre il y a 5 ans, était devenue une jeune femme qui comprenait. Après la cérémonie, pendant que les invités boivent du champagne et admirent les fleurs, je m'éclipse un moment. Je vais jusqu'au fond du jardin, là où personne ne me voit, et je m'agenouille devant le rosier de Damas. Je pose ma main sur son tronc noueux, ce tronc qui a failli ne jamais exister, qui n'a survécu que grâce à un acte de courage d'Henriette par une nuit de mars il y a 5 ans. Je dis, « Grand-mère, j'espère que tu vois ça, j'espère que tu es fière. » Le vent fait frissonner les pétales roses. Je choisis de croire que c'est une réponse. Je me relève, difficilement, car mes articulations ne sont plus ce qu'elles étaient, et je retourne vers la fête. Léa me cherche du regard, elle me fait signe, elle veut me présenter à quelqu'un. Je traverse mon jardin, ce jardin qui a été détruit et qui a renaît, plus beau et plus fort qu'avant. Je respire le parfum des roses, je sens la chaleur du soleil sur ma peau, j'entends le rire des invités et le bourdonnement des abeilles. Et je me dis que la vie, au fond, est comme un jardin. On peut tout nous arracher.
Mais tant qu'il reste une racine, tant qu'il reste une graine, tant qu'il reste l'envie de recommencer, rien n'est vraiment perdu. Rien n'est jamais vraiment perdu.